Bonsoir et bienvenue dans notre live de CSE ce soir. D'abord, je voulais m'excuser pour le live qui a été reporté la semaine dernière. On ne vous a pas encore donné de nouvelles dates, mais dès qu'on a une date pour le replanifier, on va le reprogrammer, d'accord? Donc le live de tutorat dossier professionnel aura lieu, simplement on va recaler ça. Voilà, donc Christine a eu un souci qui a fait qu'elle n'a pas pu venir, donc on s'occupe de tout ça. Ce soir, donc, on est là pour un live de CSE avec Véronique, qui va vous faire un live encore de grande qualité, comme la dernière fois, j'ai aucun doute. Elle est déjà en train de rougir quand je dis ça. Mais voilà, vous allez voir, moi j'ai confiance en elle, je sais de quoi elle est capable. Je voulais aussi en profiter pour féliciter nos étudiants admissibles à Nice. Aujourd'hui, on a eu les résultats, donc nos 3 étudiantes qui passaient à Nice sont admissibles. Bravo à vous, on est très très contents et en plus c'est des étudiantes que Véronique voit en présentiel, donc elle est doublement contente et elle pensera encore plus à vous en faisant son live ce soir. Pareil, bravo à la Réunion aussi à notre étudiante qui a été admissible. Pour l'instant, on en est à 100% d'admissibles sur tous nos étudiants présentés. Voilà, donc ça nous fait plaisir aussi de voir que vous allez pouvoir continuer. Et on espère que vous êtes là, du coup, à regarder ce live, parce que maintenant, il va falloir vous préparer pour la phase d'admission. Et puis, je crois que je ne vais pas prendre la parole bien plus longtemps. Je vais laisser la place à Véronique. Je vous laisse en de bonnes mains. Je vous souhaite un très bon live et puis je reviens vous faire un petit mot à la fin. Bon live! Bonjour à vous tous. Donc, je vais vous présenter l'épreuve de CSE. Donc, c'est une épreuve qui souvent vous fait un peu peur parce qu'elle vous semble très importante. Elle nécessite de vastes connaissances. Nous savons également que le jury est extrêmement exigeant. Donc, effectivement, c'est une épreuve qu'il faut préparer. C'est un concours, donc si c'est un concours, ça veut dire qu'il faut que vous soyez les meilleurs, et c'est une épreuve qui ne s'improvise pas. Ne s'improvise pas, vous êtes peut-être en panique, en vous disant mais comment je vais faire pour la préparer? Donc soit vous l'avez préparée déjà depuis le début et c'est très bien, soit vous allez maintenant mettre les bouchées doubles et faire une préparation intensive pour pouvoir effectivement être au mieux lorsque vous irez à l'oral. Je tiens à vous le dire, c'est quand même une épreuve qui se gère et chaque année, j'ai de très bonnes notes en CSE, donc il faut que vous soyez quand même relativement serein. Alors, dans ce live, je vais vous faire une présentation en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter l'épreuve dans ses détails. Puis après, je vais aller un peu plus au niveau des attentes du jury et notamment des critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'un jury recherche dans notre prestation? Et enfin, on finira par quelques conseils qui vont vous permettre de pouvoir être plus à l'aise avec cette épreuve-là. Donc, concernant... Alors, je vais essayer de ne pas avoir de problème technique. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation de l'épreuve. Donc, vous le savez, vous allez avoir un exposé. Cet exposé dure 15 minutes et il va compter pour 20 points. Cet exposé, en fait, vous allez le faire à partir d'un dossier de 5 pages maximum, nous disent les textes officiels. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu les candidats des années précédentes, on s'aperçoit que des fois, ça peut être 6 pages, 7 pages. Donc, dans le 5 pages maximum, effectivement, ce n'est pas évident que vous ayez 5 pages de... Je vais mettre le micro parce qu'il paraît qu'il y a un problème de son. On est d'accord, Nicolas? Oui. Et voilà, est-ce que c'est mieux? C'est bon? Alors, je continue. Donc voilà, après, le dossier est fourni par le jury, pas de souci. Et ce dossier, il va porter sur une situation professionnelle qui est inscrite dans le fonctionnement de l'école primaire. L'école primaire, ça veut donc dire que le dossier va pouvoir porter sur l'école élémentaire, mais qu'il va aussi porter sur l'école maternelle. Alors, je voudrais attirer votre attention sur l'école maternelle, parce que vous savez qu'avec la loi Blanquer, cette école maternelle est obligatoire à partir de la rentrée 2019. Et nous avons déjà, par les années précédentes, beaucoup de dossiers qui portent sur l'école maternelle. Et en plus, les jurys, dans les rapports de jury, disent souvent que les candidats
sont un petit peu déstabilisés par cette thématique. Alors, je vais me permettre de faire une petite pause parce que nous avons un problème de son et nous allons essayer de résoudre ce problème. Donc, on s'excuse 5 minutes. Problème de son qui ne se résout pas. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que si je parle plus fort, Nicolas, ça se résout? Ah, il va falloir que je hurle, quoi. Donc écoutez, je vais essayer de parler plus fort pour que vous puissiez tous bien m'entendre et on va voir ce que ça va donner. Alors, je reprends là où j'en étais. Vous savez qu'une des meilleures qualités d'un professeur, c'est d'être adaptable et de pouvoir rebondir à tous les petits dysfonctionnements. Donc on se dit que là, nous allons continuer notre live comme s'il ne s'était rien passé. Et donc je voulais vous sensibiliser particulièrement sur l'école maternelle. C'est souvent un cycle qui vous fait peur parce que c'est celui que vous connaissez le moins bien. Mais de toute façon, il va falloir que vous travailliez sur l'école maternelle. Bon, donc merci aux personnes qui nous disent que le son fonctionne, ça me rassure. Merci beaucoup. Nous continuons. Hop là, là. J'ai un petit problème technique, décidément. Oui, j'ai perdu la main sur la souris. On va y arriver. Bien. Après l'exposé du candidat qui dure 15 minutes, vous allez avoir un entretien avec le jury et vous savez que cet entretien va durer 30 minutes. Ça peut vous paraître long, mais je vous rassure, ces 30 minutes, normalement, devraient vite passer. 30 minutes pour 40 points. Donc, si nous faisons un petit bilan, 60 points pour la CSE, vous savez que vous aurez 40 points avec le PS, c'est donc une épreuve qui est sur 100 points. Je vous rassure encore une fois, majoritairement, on a de bonnes notes en CSE, et dans les deux épreuves couplées en fait. Et l'année dernière, eh bien, j'ai eu des candidats qui ont eu 99 sur 100. Et j'espère que vous serez parmi ces candidats. Vous savez que vous allez avoir 3 heures de préparation pour EPS et CSE. Donc, il va falloir réserver au moins 2 heures pour la CSE. Vous allez encore une fois vous apercevoir de la relativité du temps, parce que sincèrement, 2 heures, ça va très très vite. Ensuite, vous savez qu'aucun document n'est autorisé, hormis le dossier que le jury vous a fourni. Vous savez également que le chronomètre du téléphone est interdit. Ça veut dire que vous vous êtes acheté un chronomètre, que vous l'avez testé. Si vous pouviez éviter de le tester le jour J, ce serait bien. Et puis, un petit conseil. Lorsque vous allez commencer vos 15 minutes, pensez à le déclencher. Chaque année, j'ai des candidats qui viennent me voir et qui me disent « on a oublié de déclencher ». Alors déjà que c'est une épreuve où on est un peu stressé, mais si en plus vous avez oublié de déclencher le chronomètre, inutile de vous dire que ça ne va pas vous simplifier la tâche. Et puis, il va falloir que vous vous renseigniez parce qu'il y a des académies qui estiment que le temps non utilisé de l'exposé ne sera pas reporté sur l'entretien et d'autres qui en fait le reportent. Donc, renseignez-vous pour savoir si par exemple vous ne tenez que 10 minutes, est-ce que l'entretien va véritablement durer 30 minutes ou est-ce qu'il risque de durer 40 minutes? Ça, c'est dans les rapports de jury que vous aurez les réponses. Bien, donc revenons à l'exposé du candidat. L'exposé du candidat, qu'est-ce qu'il doit faire? Notre candidat, il doit comprendre les textes et les enjeux qu'il porte. Les enjeux qu'il porte, les enjeux, en fait, c'est un mot très important parce que ça prouve que vous êtes capable de contextualiser le texte, le dossier que vous avez dans une problématique actuelle. Les enjeux, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple la lutte contre les inégalités, que ce soit les inégalités hommes-femmes ou les inégalités territoriales. Les enjeux, c'est aussi tout ce qui est l'inclusion. Comment, aujourd'hui, l'école du XXIe siècle peut être une école inclusive, c'est-à-dire qui inclut les enfants en situation de handicap et non plus qui les intègre. Ça, c'est un enjeu actuel. Ça peut être également tout ce qui est coéducation. Vous savez que le ministère met beaucoup de moyens pour que les familles et les enseignants puissent plus communiquer d'une manière plus efficace. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par la notion d'enjeu. Vous allez analyser les questions posées. Là, je n'ai rien de plus à vous dire. Alors c'est vrai qu'il est normalement, on a 3 questions.
Ben, des fois, vous en avez 2, des fois, vous en avez 4. De toute façon, vous n'êtes pas déstabilisé, vous avez des questions, vous devez y répondre. L'exposé du candidat, c'est aussi de mettre les textes en écho. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre les textes en écho? Ça va vous rappeler de mauvais souvenirs, mais vous avez mobilisé ce que vous faisiez en français, c'est-à-dire corréler les textes, corréler les auteurs, mettre ensemble les auteurs qui partagent les mêmes opinions, opposer les auteurs qui ne partagent pas les mêmes opinions, c'est ça. Mettre les textes en écho, ça signifie aussi que vous ne devez pas paraphraser, que vous ne devez pas résumer. Vous devez en fait vous approprier les propos des textes et vous pouvez aussi les citer. N'hésitez pas par moment à citer les textes. Ensuite, il va falloir construire un exposé qui va reposer sur une problématique identifiée. Alors, construire. Construire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, construire, ça veut dire que vous allez faire une introduction, que vous allez faire un développement et que vous allez faire une conclusion. Si vous regardez les rapports de jury, vous allez vous apercevoir que très fréquemment, les candidats, eh bien, ils bâclent un peu la conclusion. Donc, il va vraiment falloir que vous fassiez très attention. Le développement, moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de répondre aux questions. Si vous avez 3 questions, répondez aux questions, ça fait vos 3 parties. Alors, ce qui est sûr, c'est que si on lit les rapports de jury, on s'aperçoit qu'ils nous disent qu'ils aiment bien lorsque les candidats font un autre plan, lorsqu'ils vont... Mais vous n'oubliez pas que vous allez avoir 2 heures pour faire votre préparation et qu'il vaut mieux que vous suiviez les questions et que vous ayez vraiment une préparation solide que de perdre ne serait-ce que 20 minutes pour essayer de faire un plan original et après avoir un contenu vide. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est répondez aux questions. De toute façon, c'est ce que font mes étudiants d'habitude et ça fonctionne plutôt bien. Une problématique. Il faut que vous arriviez à dégager une problématique et une problématique enseignante. Encore une fois, je rebondis sur mes enjeux. Une problématique enseignante, c'est une problématique qui se situe dans l'école du 21e siècle et qui en fait n'oublie pas les missions de l'école qui est de former un citoyen. Donc votre problématique, elle doit vraiment s'articuler autour de la problématique que je vous pose, elle s'ancre dans notre société et elle n'oublie pas que sa finalité, c'est celle des missions de l'école. Il vaut mieux passer un peu plus de temps sur bien dégager une problématique que sur un plan, en sachant que, je vous le répète, répondez aux questions. Et puis, vous devez apporter des connaissances personnelles. Apporter des connaissances personnelles, nous allons revenir dessus, et vous le savez si vous êtes en pleine préparation de la CSE, mais des connaissances, il y en a beaucoup. Ces connaissances, elles vont servir à éclairer et enrichir les propos. Lorsque vous avez donc fini votre exposé, ça a duré 15 minutes. Ça n'a pas duré plus de 15 minutes, parce que de toute façon, le jury vous aura interrompu. Au bout de 14 minutes, 14 minutes et demie en général, il va vous dire « concluez ». Et si jamais vous avez fait moins, ce n'est pas grave. Sauf que moi, je trouve que c'est dommage parce que les candidats qui tiennent 10 minutes, ça dénote déjà un manque de préparation et ça ne configure pas le jury pour être bienveillant. Et puis évidemment, je voulais attirer votre attention sur les rapports de jury nous disent bien que ce que l'on veut, c'est vérifier vos compétences professionnelles en cours d'acquisition. N'oubliez pas que lorsque vous êtes en CSE, votre jury sait que vous n'êtes pas encore un professeur en exercice. Et je vous mets cette phrase que j'ai trouvée dans de très nombreux rapports de jury. Il faut témoigner de la construction en cours des compétences professionnelles. D'accord ? Donc, par moment, vous ne saurez pas répondre, par moment, vos réponses seront un peu hésitantes, mais votre jury n'attend pas non plus la perfection. Alors justement, l'entretien avec le jury, que fait le jury? Qu'est-ce qu'il veut évaluer? Eh bien, il va déjà évaluer votre capacité à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves. C'est-à-dire que vous allez effectivement toujours montrer à votre jury que vous connaissez les stratégies d'apprentissage des élèves. Stratégie d'apprentissage des élèves, là le jury l'attend. Il l'attend parce que c'est dans le référentiel de compétences. Et à partir du moment où quelque chose est dans le référentiel de compétences, vous devez le maîtriser dans votre oral. Donc effectivement, il est très important. Pourquoi est-ce que le jury insiste autant sur les stratégies de compétences et sur les acquis et les besoins des élèves? Parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre les difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Si vous comprenez mieux les difficultés, eh bien forcément, vous êtes plus à même d'apporter les remédiations qui vont s'avérer.
Et je vous rappelle que, je vous l'ai dit et je vous le redis, eh bien, c'est en fonction des cycles, puisque les besoins des enfants ne sont pas les mêmes en cycle 1, en cycle 2 et en cycle 3. Donc ça, c'est la première chose que le jury évalue. Le jury évalue également votre manière à vous représenter de façon réfléchie la diversité du métier. De façon réfléchie, ça veut dire qu'il attend de vous que vous argumentiez, que vous vous positionnez. On va revenir dessus. Et c'est la diversité du métier. Oui, vous postulez pour un métier dans lequel vous devez être polyvalent. La diversité du métier, je peux avoir des enfants de 3 à 11 ans. Je peux être sur des territoires très différents. Et à partir de là, eh bien, ma pédagogie va être influencée. Donc, vous devez avoir conscience que c'est un métier qui exige une bonne adaptabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et dont il faut connaître les diversités. Notre jury, il va aussi évaluer votre capacité à vous représenter le métier, que ce soit en classe, en équipe éducative, en école, en institution scolaire, en société. Se représenter le métier. C'est un mot extrêmement important. En fait, c'est ça surtout que le jury va chercher à évaluer, c'est quelle représentation avez-vous du métier pour lequel vous postulez. Et trop souvent encore, eh bien, les candidats ont une vision un peu caricaturale du métier. C'est-à-dire que, je donne un exemple que j'ai souvent entendu lorsque j'étais jury, on vous parle d'éducation prioritaire et vous avez par moments tendance à diaboliser l'éducation prioritaire. Non, tous les enfants qui sont en éducation prioritaire ne sont pas des délinquants potentiels. Donc il faut aussi que vous ayez quand même cette vision, ce regard bienveillant. Autre point, si vous ne diabolisez pas, certains candidats ont tendance à idéaliser le métier. Idéaliser les enfants, c'est mignon, c'est gentil, sauf que quand vous en avez 27 en face de vous, par moment, on s'aperçoit que ça bouge beaucoup des enfants aussi et que ça exige que vous soyez capable de gérer une classe. Donc ça, c'est très important à votre oral de CSE et c'est souvent cela que les jurys cherchent à évaluer quand ils vous posent des questions de pratique de classe. Est-ce que vous allez avoir une bonne représentation du métier ? Ensuite, votre jury, il va essayer d'évaluer les valeurs que, si vous avez compris en fait les valeurs du métier. Alors certes, les valeurs de la République, nous les connaissons, hein, liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais aussi les valeurs qui seraient les valeurs du professeur des écoles. Et la première des valeurs pour un professeur des écoles, c'est la bienveillance. Nous sommes aujourd'hui dans une école de la confiance. Vous êtes en train de suivre l'actualité et vous savez combien notre ministre de l'Éducation nationale insiste. Donc c'est une valeur, ça aussi. Ça peut être aussi les valeurs de l'école. Les valeurs de l'école, c'est la laïcité, encore une fois, mais c'est aussi l'égalité. La valeur de l'école, c'est aussi la citoyenneté. Donc, il y a chez le jury une volonté de voir est-ce que vous avez un système de valeurs. Donc ça aussi, c'est une chose que notre jury recherche et que vous devez absolument manifester pendant votre oral. Donc voilà. Maintenant, si je reviens au dossier qui vous est fourni, 5 pages, on ne va pas revenir là-dessus, plusieurs textes. Alors ces textes, eh bien, ils peuvent se compléter, ils peuvent se répondre, ils peuvent s'opposer. Ces textes, ça peut être des articles. Vous avez des académies dans lesquelles, eh bien, sur 4 textes, vous allez avoir 3 extraits de textes institutionnels. Ça peut être des articles de presse grand public. Ça peut être aussi des extraits de pédagogues. Ça peut être la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, la lettre de Jean Jaurès. Ça peut être les magnifiques textes de Condorcet. Donc voilà, tout est possible. Ne vous attendez à rien, comme ça au moins vous serez prêt à tout. Les thématiques sont extrêmement variées. Je vous mets quelques exemples. La laïcité est une thématique qui tombe très fréquemment et qui est une thématique compliquée. La différenciation pédagogique, une école inclusive, je vous le disais. La coopération avec les parents, dossier qui tombe mais très très fréquemment. La continuité école-collège, rappelez-vous, on a eu un live sur cette continuité, ce fameux CEC. L'évaluation est aussi un dossier qui est très important. L'évaluation, c'est quand même une compétence du professeur des écoles. Les élèves à besoins éducatifs particuliers. Le numérique, l'année dernière, on a eu beaucoup de dossiers sur le numérique. La motivation, qui reste un sujet classique. Les valeurs de la République. L'école maternelle. Et je pense que cette année, nous aurons beaucoup de dossiers sur l'école maternelle du fait de cette obligation à partir de la rentrée de 2019. La bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être bienveillant ? Le climat scolaire, comment mettre en place un climat scolaire propice aux apprentissages, etc., etc. Nous pourrions également penser à tout ce qui est le harcèlement, nous pourrions penser aussi à tout ce qui est l'égalité homme-femme, enfin bref. Alors, ces sujets
ce sont des thématiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sujets sont rattachés à des connaissances qui se croisent. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un dossier sur la motivation. Eh bien, lorsque vous allez traiter la motivation, vous allez forcément être amené à parler de la coopération avec les parents. Et puis, vous serez aussi amené à parler de la différenciation pédagogique, parce que lorsqu'on veut motiver les élèves, on prend en compte leurs difficultés. Vous pourrez aussi être amené à parler du numérique, parce qu'un outil pour motiver les élèves, ça peut être de recourir au numérique. Vous pouvez aussi être amené à parler de la bienveillance, parce qu'un professeur bienveillant, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur la motivation de ses élèves. On peut aussi être amené à parler du climat scolaire, parce que dans une école où le climat scolaire est serein, eh bien on s'aperçoit que la motivation est également beaucoup plus importante. Donc vous voyez en fait qu'il n'y a pas un seul champ d'interrogation et que même si vous avez une thématique, vous allez pouvoir la rattacher à d'autres thématiques. Donc globalement, en travaillant un nombre limité de thématiques, vous savez que de toute façon, vous pourrez les réinvestir. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'épreuve. Je pense que de toute façon, vous vous étiez déjà un petit peu renseigné. Voyons maintenant un petit peu ce que le jury attend de vous. Le jury attend des connaissances solides. Des connaissances solides, effectivement, et vous allez vous apercevoir que ces connaissances sont très vastes. Alors, connaissances solides, vous devez bien évidemment maîtriser le référentiel de compétences. Je vous l'ai dit, je vais vous le redire, c'est le document institutionnel que le jury ne vous pardonnera pas de ne pas connaître. Quand on rentre dans un métier, la moindre des choses, c'est quand même de se renseigner sur les compétences attendues, ne serait-ce que pour vérifier qu'on est capable de développer ces compétences. Ensuite, il attend que vous soyez capable de clarifier les notions, les concepts, les termes. Donc ça, nous allons le revoir quand nous allons parler du lexique. Pour pouvoir clarifier des notions, des concepts, des termes, eh bien, il faut avoir une bonne culture générale, une culture générale qui soit cohérente avec le futur métier. Nous reverrons aussi cela tout à l'heure plus en détail. C'est bien, j'ai des connaissances. Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que vous ne pouvez pas appréhender cet oral si vous n'avez pas du bon sens. La plupart du temps, vous vous apercevrez que les questions du jury sont des questions qui peuvent paraître simples. Un élève monte sur la table, que faites-vous? Et ça, toutes vos connaissances ne vous auront pas permis d'y répondre. Donc, il vous faut un bon sens pédagogique. Ce bon sens pédagogique, vous allez le manifester pendant votre oral parce que vous serez capable d'affiner les mises en œuvre qui sont proposées. Affiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites une proposition d'activité, eh bien, vous pensez à préciser quel niveau de classe, vous pensez à préciser le dispositif que vous allez mettre en œuvre, vous pensez également au temps que vous allez accorder à cette séance. Affiner, vous allez voir que je vais revenir plusieurs fois sur ce verbe. Le bon sens pédagogique aussi, il va se manifester parce que vous allez argumenter vos propositions et parce que vous allez dégager un point de vue. Donc effectivement, le bon sens pédagogique, il va aussi pouvoir se manifester parce que vous allez émettre des hypothèses et que vous allez prendre appui sur vos connaissances. Voilà. Et vous allez évidemment mettre tout ça en cohérence avec les perspectives. Alors, mettre en cohérence avec les perspectives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous proposez un projet, eh bien, il va falloir qu'après, lorsque vous allez décliner les démarches, les activités, ce soit en lien avec le projet. Mais ça, si vous vous écartez, le jury reviendra dessus. Quels sont les critères d'évaluation? La compréhension du dossier. Vous comprendrez bien évidemment que la capacité de compréhension, c'est quand même la moindre des choses pour un futur professeur des écoles. Donc le jury va vérifier si vous avez bien compris le dossier. Et ce qui est attendu, c'est une compréhension fine. On attend que vous ayez du dossier une lecture experte et que vous soyez capable effectivement de faire des liens et que vous soyez capable aussi d'aller par moments un peu plus loin que les mots. Imaginez que vous ayez un dossier ou un paragraphe sur la scolarisation précoce. Vous n'allez pas pouvoir vous contenter de dire tel auteur réfute la scolarisation précoce ou au contraire est en faveur de la scolarisation précoce. Il faudra que vous ayez réfléchi encore une fois aux enjeux curriculaires. Aux enjeux. Je m'excuse parce qu'en même temps, je lis les questions. Et effectivement,
à partir de là, il va aussi falloir que vous soyez capable de voir qu'est-ce que ça implique, quelles sont les difficultés qui sont impliquées par rapport à la scolarisation précoce. Donc, comprendre le dossier, vous ne pourrez pas vous limiter à une compréhension superficielle, vous allez devoir rentrer dans une compréhension qui soit une compréhension plus fine et faire des inférences. Les critères d'évaluation, c'est la qualité d'écoute, de communication, d'expression. Le jury va être sensible. Est-ce que vous l'écoutez? Et puis surtout, d'expression. Est-ce que vous imaginez l'effet que ça peut faire à un jury lorsqu'un futur professeur des écoles va dire « les parents croient que leurs enfants ». D'accord? On est bien d'accord que ce n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez aussi l'effet que ça peut faire lorsqu'à plusieurs reprises, un candidat nous dit « oh ben les élèves, ils ont acquéri ». Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des fautes de français comme ça que vous ne pouvez pas faire pour un futur professeur des écoles. Et lorsque vous lisez les rapports de jury, il y a un jury, je ne sais plus lequel, qui a listé en fait toutes les maladresses, les erreurs d'expression qu'ils ont eues dans toute une session, et ça fait quand même un petit peu sourire, pour ne pas dire frémir, pour de futurs professeurs des écoles. Il faut également que vous ayez des connaissances, ça vous l'aurez compris, et que vous ayez un positionnement éthique. Un positionnement éthique, ça veut dire, c'est à rattacher au devoir du professeur des écoles. Devoir du professeur des écoles, vous savez qu'on a des devoirs, et ça aussi, à l'oral, vous devez les connaître. On a un devoir de réserve. Qu'est-ce que c'est que ce devoir de réserve? Qu'est-ce que ça veut dire un devoir de réserve? Donc ça, il faut que vous sachiez. On a un devoir de neutralité. Qu'est-ce que cela veut dire? On a l'obligation d'assurer son service. Donc c'est ça le positionnement éthique. Il va falloir que vous soyez capable de connaître vos devoirs de futurs agents du service public. Et ça, dans le jury, vous savez que vous avez l'IEN, et l'IEN, il va vérifier à un moment ou à un autre comment vous vous positionnez. Nous avons également la pertinence aux réponses du jury. Il faut effectivement que les réponses que vous apportiez soient pertinentes. Il va falloir en fait que vous preniez du recul, que vous soyez capable de vous positionner. Parce que globalement, ce que vous devez comprendre, c'est que pertinence et prise de recul, ça signifie que cet oral ne va pas se passer uniquement sur des connaissances livresques. Vous ne pourrez pas avoir un bon oral si vous n'avez que des connaissances. Vous allez devoir prendre du recul. Si le jury à un moment vous demande quelles sont les priorités d'un professeur des écoles, alors vous allez pouvoir partir des programmes, vous allez partir de tous les textes institutionnels. Mais à un moment, votre jury va vous dire « oui, mais pour vous, c'est quoi la priorité ?» Et là, il va falloir que vous preniez du recul et que vous fassiez des réponses pertinentes. On n'attend pas, il n'y a pas de réponse miracle. Pour certains, ça pourrait être de parier sur l'éducabilité des enfants. Pour un autre, ça pourrait être d'aider les enfants à grandir. Pour un autre, ça pourrait être d'impulser le goût de l'effort. Vous êtes différents, vous n'aurez pas peut-être les mêmes priorités. Mais dans tous les cas, vous devez absolument prendre du recul et être capable d'apporter une réponse à laquelle vous avez réfléchi. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? On va accélérer un petit peu. Donc, vous devez aussi prendre en compte les valeurs de la République. Les valeurs de la République, vous les connaissez, on ne va pas revenir dessus. Globalement, le sujet ne s'appuie jamais sur un seul champ d'interrogation. Ça veut dire que, je reviens à mon exemple de la motivation, vous avez vu que tout se recoupe. Ce qui veut dire que vous devez forcément ne pas oublier que vous êtes polyvalent. C'est un critère d'évaluation. Est-ce qu'à travers votre oral, est-ce qu'à travers les réponses du jury, vous avez bien mis en valeur cette polyvalence? Et je vous le redis encore une fois, ça va s'appuyer sur le référentiel de compétences. Donc votre jury, quand il vous écoute, il se dit, dans la représentation du métier, est-ce que ce candidat sait qu'il est polyvalent? Est-ce qu'il connaît son référentiel de compétences? Alors, quelles sont les connaissances attendues? Les connaissances attendues, c'est une culture générale. La culture générale, c'est la CSE, c'est vrai, mais ce n'est pas que la CSE. Imaginez que vous ayez un dossier sur les PEAC, sur les parcours d'enseignement artistique et culturel. Eh bien, votre jury va vous poser des questions sur la littérature de jeunesse, va vous poser des questions sur l'art, peut vous poser des questions sur un mouvement artistique. C'est une véritable culture générale qui est demandée. Pourquoi? Eh bien, d'abord, pour comprendre et analyser le dossier, et puis également, éventuellement, pour répondre aux questions du jury. Faisons un rapide tour d'horizon. Qu'est-ce que vous devez connaître? Vous avez des connaissances institutionnelles. Vous connaissez le référentiel de compétences, vous connaissez le socle commun, vous connaissez les lois d'orientation. Vous devez aussi avoir des connaissances historiques.
Dans les rapports de jury, je lisais que beaucoup de candidats n'arrivaient pas en fait à expliquer qu'est-ce que c'était que la loi 1905. Elle a de l'importance, la loi 1905, séparation de l'Église et de l'État, certes, mais n'oubliez pas qu'il y a encore l'Alsace et la Moselle qui sont encore sous le concordat de 1801. Donc si vous voulez, les candidats ici n'avaient pas assez de notions historiques. Vous devez avoir des notions historiques. Des notions sociologiques. La sociologie, elle a énormément contribué à l'évolution de l'école. Vous devez au moins savoir qui est Bourdieu, qui sont Bourdieu et Passeron. Vous devez aussi avoir une approche de la politique de la ville. C'est un mot qui peut vous faire peur. La politique de la ville, en fait, c'est toutes les mesures qu'on va prendre pour essayer d'aider les territoires de la ville qui cumulent des difficultés. Ça peut être des difficultés physiques, par exemple les écoles qui sont enclavées, les écoles qui sont un petit peu délabrées au niveau du bâti. Ça peut être aussi des difficultés sociales, tout ce qui est le chômage, un bassin dans lequel il y a un fort niveau de chômage, dans lequel il y a de la délinquance, dans lequel il y a effectivement de l'échec scolaire. Et en fait, la politique de la ville, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir faire que ces écarts, en fait, se réduisent. La politique de la ville, vous la connaissez, là, une des premières politiques de la ville, c'est l'éducation prioritaire. D'accord ? Donc effectivement, c'est l'éducation prioritaire. Dans d'autres communes, ça va être la scolarisation précoce. Vous avez des communes qui vont développer la scolarisation dès 2 ans, n'est-ce pas? Donc effectivement, ça peut être aussi tout ce qui est accompagnement éducatif. Et ça peut être aussi au niveau des communes, tout ce qui est PEDT. Donc voilà, ça c'est la politique de la ville. Alors, j'ai des questions qui viennent sur l'expérience professionnelle, on y vient. Donc je vais y répondre, c'était prévu, vous allez voir qu'on va en parler. Les notions de philosophie de l'éducation, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on appelle par philosophie de l'éducation? Qu'est-ce qu'éduquer? Qu'est-ce qu'instruire? On a un peu lu Rousseau quand même, on connaît aussi un petit peu Condorcet. Donc ça c'est la philosophie de l'éducation. Le statut de l'erreur, l'obstacle, on connaît un petit peu Gaston Bachelard. Donc ça aussi, le jury peut vous amener là-dessus. Quelques références au développement de l'enfant, ça fait quand même partie aussi de notre référentiel de compétences. Le référentiel de compétences dit clairement que les professeurs doivent être capables d'avoir quelques notions sur le développement de l'enfant. Donc vous connaissez un peu Piaget, vous connaissez un peu Vygotsky. C'est aussi tout ce qui est théorie de l'apprentissage liée en fait au développement de l'enfant, le constructivisme, le socioconstructivisme, les pédagogies nouvelles, les pédagogies actives, Freinet, Montessori, on connaît. C'est des connaissances sur l'évaluation et sur la différenciation, parce qu'évaluer, différencier, c'est dans notre référentiel de compétences. Il faut que vous sachiez ce que ça veut dire évaluer, ce que ça veut dire différencier. Et puis c'est le lexique. Le lexique professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut absolument que vous... Alors, on n'attend pas que vous soyez jargonneux, d'accord? Pas de jargon. Si vous n'avez pas fait les sciences de l'éducation et si vous ne connaissez pas le jargon, ce n'est pas grave. Je dirais presque tant mieux. Mais par contre, sachez ce qu'est une compétence, sachez ce qu'est une connaissance. Faites la différence entre instruire et éduquer. Faites attention aussi dans ce que vous dites. Moi, je me rappelle d'un oral où un candidat, pendant 30 minutes, nous parle de chef d'établissement. Un chef d'établissement, c'est dans le secondaire. À l'école, c'est un directeur d'école. Donc tout ça, il n'y a pas de conseil de discipline à l'école. Vous voyez? Donc ça, effectivement, si vous dites ça, ça va hérisser votre jury. Voilà pour les connaissances attendues. Et comme je vous l'ai dit, comme si ce n'était pas assez suffisant, on est d'accord, hein, il faut aussi rajouter un petit peu de réflexion personnelle. Il faut que vous ayez un peu de prise de position, parce qu'à cet oral, il n'y a pas ou très peu de réponses toutes faites. Il va falloir que vous construisiez les réponses en même temps que le jury vous pose des questions. Donc effectivement, il faut que vous ayez de la réflexion personnelle. Pourquoi? Eh bien, pour convaincre le jury. Parce que je vous rappelle que c'est un concours et que puisque c'est un concours, vous devez être les meilleurs. Et c'est là que vous ferez la différence. C'est dans la réflexion personnelle. Donc, la réflexion personnelle, c'est se préoccuper des questions actuelles. Les questions actuelles sur des propositions concrètes. Les questions actuelles, c'est par exemple le climat scolaire. Alors, pourquoi la réflexion personnelle? Parce que vous savez que le ministère nous a publié un superbe document sur comment mettre en place un bon climat scolaire. Si vous citez ce document, le jury va être content. Il va se dire, ce candidat connaît. Mais après, concrètement, comment instaurer un bon climat scolaire quand notre école est implantée dans un territoire où il y a énormément de délinquance, où il y a énormément de violence? Et c'est là que le jury va vous demander de réfléchir. Il ne vous demande pas d'avoir des solutions, il ne les a pas lui, mais d'avoir un début de réflexion.
Ensuite, les prises de position, c'est au niveau des remédiations. Allez, vous savez qu'il faut mettre en place des PPRE. Oui, vous allez dire ça à votre jury, c'est de la connaissance. Mais votre jury, après, il va vous dire, alors comment vous faites? Dans la classe, à quel moment vous le faites? Est-ce que ça ne risque pas de créer des conflits? Donc voilà. La réflexion, elle est aussi mettre en résonance les questions du jury. Le jury est là pour vous aider. Il est là pour vous aider à sortir d'une impasse quand vous bloquez. N'oubliez pas que vous avez un jury bienveillant. Donc à partir de là, eh bien, quand le jury vous pose des questions, n'hésitez pas à vous remettre en question. Je vais vous donner un conseil. Ça fait 10 minutes que vous parlez et vous vous apercevez que vous avez dit une bêtise. Mais vous savez, la grosse bêtise, ne laissez pas passer et dites à votre jury, excusez-moi, mais je vais me permettre de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux revenir sur quelque chose que de dire vraiment. Et vous savez que dans le feu de l'action, dire des bêtises, c'est possible. Ensuite, il va également, reconnaître que l'on ne sait pas. Oui, vous ne pouvez pas tout savoir. Et votre jury sait que vous êtes dans un savoir en construction. Vous ne pouvez pas tout savoir. Alors, soyons clairs. Quand je dis reconnaître que l'on ne sait pas, si votre jury vous dit, vous avez un enfant ici qui est un enfant en danger, problèmes familiaux, cet enfant est en danger, que faites-vous? Si vous dites je ne sais pas, ça ne va pas passer, hein, parce que là aussi, c'est dans le référentiel de compétences, vous devez savoir que vous devez faire des signalements. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas. En revanche, si votre jury vous regarde et vous dit parlez-nous de Comenius, que vous ne connaissiez pas le pédagogue tchèque du 17e, bien qu'il ait eu un impact énorme dans l'école d'aujourd'hui, on ne vous en voudra pas. Vous comprenez bien, quand je dis reconnaître que l'on ne sait pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas ne pas savoir. Et puis, j'ai vu ça dans un rapport de jury, oser penser par soi-même. Oser penser par soi-même, si par exemple on vous demande les qualités du professeur des écoles, oui, il y a le référentiel de compétences. Mais après, c'est quoi pour vous un bon professeur des écoles? Et là, eh bien, oser. Osez dire par exemple que pour vous, c'est un professeur qui est enthousiaste, pourquoi pas? Que c'est un professeur qui est exemplaire, osez. Et peut-être que le jury va faire semblant de se moquer de vous. Il va dire, ah bon, pour vous, l'enthousiasme suffit. Eh bien, si vous êtes sincère, si vous êtes authentique, ça va très bien passer. Mais osez penser par soi-même. C'est quelque chose qui est très important. Je vous le rappelle, le jury évalue, que ce soit l'exposé ou l'entretien, dans le souci d'apprécier la capacité à entrer dans le métier parce que, quand vous allez réussir le concours, n'oubliez pas que dès septembre, vous allez avoir la responsabilité partielle d'une classe. C'est ça que le jury évalue. Donc des fois, quand les connaissances sont un petit peu limites, mais qu'il y a beaucoup de réflexion personnelle, beaucoup de bon sens, eh bien, on peut avoir une très bonne note. Voilà, vous êtes maintenant parfaitement au fait sur les attentes du jury. Quels conseils puis-je vous donner? Qu'est-ce qui est conseillé? Eh bien, il est conseillé de se détacher de ces notes, n'est-ce pas? Les notes, en fait, globalement, le conseil que je vais vous donner, c'est de rédiger l'introduction et la conclusion. Vous allez rédiger l'introduction, pourquoi? Parce que je vous rappelle que vous aurez passé le PS et qu'après, quand vous allez passer à la CSE, si le PS n'est pas très bien passé, vous risquez d'être en panique. Au moins, l'introduction est rédigée. Rédigez aussi la conclusion, parce que si vous n'avez pas géré le temps, et si le jury, d'un seul coup, vous dit « allez, concluez », si il vous prend comme ça, à brûle pour point, vous risquez de ne pas y arriver. Au moins, si elle est rédigée, vous sortez votre conclusion et c'est fait. Et pourquoi? Eh bien, pour pouvoir accrocher l'attention du jury. Il faut que le jury prenne plaisir à vous écouter. Il faut qu'il soit en fait, qu'il y ait une communication qui se mette en place. Alors ensuite, vous allez présenter un plan structuré. Un plan structuré, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit, intro, développement, conclusion, mais pensez aussi que c'est un oral. Pensez à annoncer vos sous-parties. Pensez à les annoncer parce que votre jury... Alors c'est vrai que vous pensez que votre position est difficile, mais ce n'est pas facile d'être jury. Et il faut être tout le temps très attentif. Donc on est toujours très reconnaissant quand le candidat va nous dire « bon, je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous parler de ça ». Et puis je vais aborder 2 axes. Donc le plan structuré, c'est aussi un plan apparent. Vous allez le faire apparent lors de votre oral. C'est expliciter tout ce qui est dit. Expliciter tout ce qui est dit, je reviens avec la notion de affiner. Si vous dites, voilà, je vais vous donner un exemple de classe, pensez à dire quelle classe, pensez à dire quel support, quel dispositif. C'est important et ça montre que vous maîtrisez. C'est s'autoriser aussi à faire preuve au bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment, le jury vous pose des questions, eh bien, vous allez dire, pour moi, voilà, faites preuve de bon sens, je ne vais pas revenir sur cet aspect. C'est savoir se situer.
Savoir se situer, c'est très important. Alors, retenez-le bien. Savoir se situer en tant que déjà futur agent de la fonction publique, et donc dans une éthique particulière et dans des principes particuliers. Ça, le jury va le vérifier, notamment l'IUN. C'est aussi savoir se situer en tant que futur professeur des écoles qui va être intégré dans une communauté éducative. Ça aussi, le jury va voir comment vous vous situez. Mais c'est aussi savoir se situer en tant que professeur, puisque vous savez que maintenant le référentiel il est commun à tous les professeurs. Et là, c'est se situer dans un système de valeurs. Donc voilà, savoir se situer, c'est à rattacher avec les représentations que vous avez du métier. Qu'est-ce qui est déconseillé? Alors, ce qui est déconseillé, c'est une posture qui serait inadaptée. Inadaptée, par exemple, parce que vous êtes figé. Si vous êtes figé, ça ne va pas du tout plaire à votre jury. C'est aussi avoir un relâchement dans l'expression. C'est également être agressif. Vous savez que des fois, vous ne vous en apercevez pas, mais le stress vous rend agressif. Et des fois, vous répondez au jury de manière agressive, le jury se sent agressé, et là, l'entretien va devenir très délicat. Alors, pour répondre justement à la question qui m'a été posée sur l'expérience pratique, ce qui est déconseillé, c'est de rester attaché à l'expérience pratique. Vous allez faire valoir vos expériences, que ce soit celles que vous ayez pu avoir en stage, que ce soit celles que vous ayez pu avoir parce que vous avez été contractuel, que ce soit celles que vous ayez eues parce que vous avez été à ESH ou AVS. Vous allez effectivement les valoriser, c'est très important. Mais attention, des fois, vous restez trop attaché à votre expérience et vous n'êtes pas capable d'avoir une analyse réflexive. Si vous avez eu un CM2, moi, il m'est arrivé d'entendre des candidats qui disent « Oh, mais moi, j'ai une expérience en CM2, je ne sais pas comment ça se passe en cycle 1 ». Ce n'est pas possible. Hein. Donc, il va falloir que vous vous détachiez de votre expérience et que vous preniez du recul. Inversement, manquez de réalisme. Manquez de réalisme. Vous savez, quand on vous dit vous mettriez en place des ateliers en cycle 1 et que vous répondez « Ah oui, pour des petites sections, 45 minutes ». Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre des petites sections concentrées en 45 minutes. Donc, vous voyez, il faut arriver à trouver un juste milieu entre je valorise mon expérience et c'est très, très bien. Et effectivement, il y a celle où j'idéalise le métier. Pendant l'oral, vous serez majoritairement assis en face de votre jury. Vous n'êtes pas debout. Alors, vous avez souvent un tableau et vous pouvez, surtout en EPS, vous permettre de l'utiliser. En CSE, c'est un peu plus compliqué. Mais vous êtes face à votre jury et vous êtes assis. Donc, c'est ce qui aussi peut faciliter un petit peu plus la communication. Qu'est-ce qui est également déconseillé? Eh bien, ne pas arriver à inclure dans une problématique éducative élargie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut que vous arriviez tout le temps à rester dans les enjeux actuels. Les enjeux actuels, c'est-à-dire que même si vous avez un dossier sur la motivation, parlez du climat scolaire, parlez de l'évaluation, parlez de la bienveillance. Si vous restez trop centré, si vous n'êtes pas capable de le rattacher aux enjeux de l'école du XXIe siècle, ça ne fonctionnera pas. Et puis, bien évidemment, c'est avoir des lacunes dans le socle commun. Le socle commun, c'est quand même la base. Donc, quand un candidat ne connaît pas les 5 domaines du socle commun, c'est quand même du plus mauvais effet. Et puis, c'est confondre les dispositifs. Alors, je vous ai donné une fiche, justement, très synthétique sur les différents dispositifs qui permettent d'accueillir les élèves à besoins particuliers. Ça fait partie des choses que vous devez connaître. Et puis, évidemment, ce qui est déconseillé, c'est de ne pas se situer. Là, vous devez quand même savoir ce qu'on appelle le chaînage hiérarchique. Qui est votre supérieur? Quand on entend à l'oral, le directeur d'école est mon supérieur hiérarchique, non, le directeur n'est pas votre supérieur hiérarchique, c'est l'IEN, d'accord? Il faut aussi que vous sachiez que vous avez des conseillers pédagogiques de circonscription. Donc, il y a quand même un minimum de choses à savoir. Voilà ce qui est déconseillé, c'est de ne pas savoir tout ça. Bien, donc, maintenant que je vous ai annoncé tout ça, je vais vous proposer un petit moment un peu interactif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous poser 5 cas et vous allez répondre. Vous allez cliquer A si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. C'est bon, Nicolas, on peut le faire? D'accord. Et B si vous pensez que c'est à éviter. Donc, voilà. Imaginez, premier cas, le candidat reste centré sur les textes. À votre avis, est-ce qu'un bon candidat, c'est un candidat qui sait que la compréhension est importante, qui sait que mon jury évalue la compréhension, qui sait que je dois faire une lecture experte?
Donc ce candidat, il se dit, je vais rester centré sur les textes pour être sûr que rien ne m'échappe. Est-ce que c'est A, si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, ou est-ce que c'est B, si vous pensez qu'il vaut quand même mieux éviter ce genre de comportement? Donc je vous invite là à taper A ou B sur votre clavier et Nicolas va me faire un retour comme ça rapidement si on a plus de A ou plus de B. Est-ce que tu as un petit retour à me faire? Donc il faut un petit peu de temps. Donc voilà. Est-ce que je pense que vous avez compris ce que je veux? En fait, je veux savoir si, lorsque vous allez préparer, est-ce que vous restez centré sur les textes ou est-ce que vous vous permettez de sortir un petit peu de ces textes? Est-ce que tu as des retours? Oui, mais évidemment, vous avez raison, vous avez absolument raison. On évite parce qu'effectivement, on prend appui sur les textes. Mais attention, on se détache des textes et on se détache parce que si on se détache des textes, eh bien, on montre une compréhension globale. Si vous restez centré sur les textes, vous ne pourrez pas les rattacher aux instructions officielles, vous ne pourrez pas les rattacher à votre expérience. Donc, effectivement, c'est à éviter. Donc, attention, les textes ne sont pas des prétextes. C'est-à-dire que si inversement, vous survolez les textes et si vous ne les avez pas suffisamment exploités, ce n'est pas bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il faut se décentrer des documents pour avoir un engagement, pour montrer votre engagement. Et puis dites-vous que s'il y a un paragraphe auquel le jury était attaché et que vous avez oublié, je vous rassure de suite, le jury va venir et vous posera des questions, il n'y a pas de souci. Donc oui, on ne reste pas centré sur ces textes, mais je le répète, les textes ne sont pas des prétextes, donc il faut aussi bien les exploiter. Je vous propose un deuxième cas. Donc, est-ce que c'est un bon candidat si mon candidat recherche la réponse attendue? Donc, toujours pareil. A, vous dites, ben oui, c'est évident. B, on évite. La réponse attendue, c'est-à-dire que le jury pose une question et que le candidat se dit que, eh bien, si le jury pose une question, c'est que forcément, il y a une réponse. Et moi, ce que je veux, c'est donner la réponse. Je veux donner la réponse. Alors, il me pose une question, je veux donner la bonne réponse. Alors, à votre avis, est-ce que ça, c'est une attitude à privilégier ou plutôt une attitude à nuancer et à éviter? Nicolas, est-ce que nous avons quelques retours? Super. Et oui, oui. Vous êtes prêts, hein, voilà. Vous répondez correctement, je pense que vous êtes prêts. Et oui, c'est à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Parce que certes, il y a des réponses qui sont attendues. Il est évident que si le jury vous dit qui est votre supérieur hiérarchique, ben vous répondez l'IEN. Mais ça, c'est très peu de cas en fait. Et majoritairement, eh bien, toutes les questions nécessitent des arguments pour manifester un esprit critique et une réflexion personnelle. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il va falloir encore une fois que vous affiniez. Si la question c'est comment aider un élève en difficulté, et si vous répondez élève en difficulté RAZ, si vous répondez d'emblée RAZ parce que vous pensez que c'est la réponse attendue, bien vous êtes passé à côté de ce que le jury attendait. Le jury, il attend que vous lui disiez ben, moi d'abord, ce que je vais faire, c'est déterminer la difficulté. Est-ce que c'est une difficulté passagère, inhérente aux apprentissages? Et auquel cas, je mettrai en place une différenciation pédagogique. Est-ce que c'est une difficulté qui, effectivement, est plutôt une difficulté liée à une dyspraxie ou une dyscalculie? Auquel cas, je mettrai en place un PAP. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. La plupart du temps, il va falloir que vous affiniez parce que globalement, c'est ce qui va prouver que vous avez une réflexion personnelle. Donc les capacités d'analyse sont quasiment plus importantes que les réponses formelles. On va aller un petit peu plus vite. Dans la première partie, le candidat résume les textes. Vous faites ou vous ne faites pas. Globalement, le candidat se dit, je fais 3 parties. Et comme je sais que c'est important, que mes textes ne sont pas des prétextes, eh bien dans ma première partie, je vais résumer mon texte. Et après, dans ma deuxième et dans ma troisième partie, je répondrai aux questions. Est-ce que ça vous paraît quelque chose à faire, ça? Nicolas? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une première partie, pourquoi pas après tout, sur résumer le texte, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a rien oublié? 2B. B. Non, vous êtes très fort. Ben oui, effectivement, ce n'est pas ce qui est attendu. Ce qu'on attend, c'est que vous confrontiez les textes entre eux. Et ce qu'on attend, c'est que vous les confrontiez aux instructions, à la réalité du terrain. Par contre, j'insiste, vous allez dans l'introduction résumer les textes. Là, on est bien d'accord. Très bien.
Et mon candidat, est-ce qu'il tire parti de ses expériences sans se limiter à ses connaissances théoriques? Il le fait ou il ne le fait pas? Je vous ai répondu, hein. Donc je pense que là, on va aller vite. Est-ce qu'on peut, pendant cet oral, tirer parti de ses expériences? Qu'est-ce que vous allez me répondre majoritairement, pour ne pas dire unanimement? Nicolas? Encore des réponses, je ne sais pas si c'était la question précédente ou si c'est celle-là. Maintenant, je se mélange un peu, mais j'ai des B qui arrivent. Mais oui. Non, mais là, vous avez supprimé les B, c'est à faire, hein. On est bien d'accord, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, ça me rassure, il y a un décalage. Mais bien sûr que vous tirez parti de vos expériences. Mais bien sûr que vous avez une... Alors, évidemment, c'est une culture professionnelle en construction, mais évidemment, ça va montrer votre implication, évidemment. Et je vous le redis, je réinsiste. Proposer des exemples issus des stages, issus des expériences, c'est bien, mais avec la mise à distance nécessaire. Imaginez que vous ayez voulu, quand vous aviez des CM2, faire du travail de groupe et que ça n'ait pas fonctionné. Ne dites pas « Ah ben moi, je ne ferai jamais du travail de groupe parce que quand je l'ai mis en place, ça n'a pas fonctionné. » Distance, hein, toujours la distance. Et ma dernière question, dans son exposé, le candidat est capable d'élargir le sujet? On fait ou on ne fait pas? C'est-à-dire qu'on a un sujet sur l'école maternelle et le candidat dit ben moi je vais faire mes 2 parties sur l'école maternelle et je vais faire ma 3e partie sur l'école élémentaire pour bien montrer à mon jury que je connais bien tout ce qui est école primaire. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut faire? Ou est-ce qu'au contraire on reste sur l'école élémentaire? Est-ce qu'on peut élargir le sujet qui nous est proposé? En attendant, sur la question précédente, oui. Gigi demande « Et si on n'a pas d'expérience, comment on fait ?» Quand on n'a pas d'expérience, eh bien on a beaucoup lu et on a du bon sens, d'accord? C'est-à-dire que le jury ne va pas vous pénaliser si vous n'avez pas d'expérience. En revanche, il va se demander a-t-il du bon sens? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Un élève monte sur la table, que faites-vous? Si vous devez... si vous sortez et que vous perdez un élève, moi ça m'est arrivé, hein, on perd un élève, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est une expérience qui est souvent en fait à côté à du bon sens. Donc c'est effectivement, vous ne pouvez pas être pénalisé parce que vous n'avez pas d'expérience. Voilà. Après, moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller sur YouTube, de regarder des situations de classe, d'essayer de vous construire. Hein. Mais effectivement, on ne vous pénalisera pas. Mais par contre, faites preuve de bon sens. Alors là, on me dit que majoritairement, vous avez répondu à et non. Non, parce que vous n'avez pas bien lu la question. La question, c'était le candidat est capable d'élargir le sujet. Non. Vous devez rester, si vous avez un sujet sur l'école maternelle, vous allez rester sur l'école maternelle. D'accord? Le sujet, c'est-à-dire que les élargissements vont vous être proposés par le jury. Il faut élargir le discours. Si je reprends mon exemple de la motivation, tout mon exposé va porter sur la motivation. Mais après, je vais effectivement élargir mes connaissances. C'est-à-dire que je vais le rattacher aux parents, je vais le rattacher à la bienveillance. Je ne dois pas élargir mon discours, mon sujet, pardon. Si j'ai un sujet, une année, le sujet portait sur justement le PEDT. Ce n'était pas passionnant. Eh bien, on exigeait des candidats que pendant 15 minutes, ils parlent du PEDT. Et après, le jury a d'emblée dit aux candidats, bon écoutez, ce n'est pas intéressant, passons à autre chose. Mais vous, vous êtes obligé de rester sur le sujet. Donc, ne confondez pas élargir le sujet et après, effectivement, essayer d'élargir les connaissances. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Pour moi, c'est important. Hein. Vous restez dans la thématique qui vous a été proposée, même si elle ne vous passionne pas. Vous voyez donc à travers ces 5 questions l'importance des mots. Vous voyez les mots. Les jurys vont rebondir sur les mots. Donc soyez très attentifs. Si à un moment vous pensez compétence et que vous dites connaissance, il va rebondir dessus. Si à un moment vous pensez école primaire et que vous dites école élémentaire, il va rebondir dessus. D'accord? Et puis surtout, ne pensez pas qu'il y a des réponses figées. Vous l'avez vu, effectivement, il n'y a pas de réponse figée. Alors mon bon candidat, qu'est-ce qu'il fait mon bon candidat? Il fait des références au texte institutionnel, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'il fait mon bon candidat? Eh bien, il expose clairement ses connaissances. Si vous parlez de classe inversée, vous avez raison. Mais il faut que vous soyez capable après de dire, effectivement, qu'est-ce qu'une classe inversée? Connaissances précises. Mon bon candidat, il donne des exemples concrets. Il se projette dans le métier. Eh bien oui, effectivement, c'est un métier dans lequel il y a des difficultés, mais j'ai des aides, mais je suis conscient des difficultés.
Il s'engage dans ses choix pédagogiques, il s'engage, il garde un esprit critique. Mon bon candidat, il fournit des réponses élaborées et des réponses nuancées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je dois réfléchir à la difficulté, eh bien, je réfléchis un petit peu. C'est jamais oui ou non. Si on vous pose comme question en vous disant l'école, service public, est-ce qu'il faut répondre aux attentes des parents? Oui et non. D'accord? Il fait preuve d'un positionnement déontologique. Nous l'avons vu, et la déontologie, c'est aussi, j'ai un cycle 3, natation, les parents ne veulent pas. Ben oui, je suis dans une école laïque, vous respectez les principes. Il connaît les axes de la politique éducative. Il a une communication adaptée, mon bon candidat, qui lui permet de se projeter. Se projeter dans le métier, c'est très important. C'est lié à la représentation que vous en aurez et ça évitera peut-être que vous démissionnez parce que vous allez vous apercevoir que c'est un métier fabuleux, un métier extraordinaire, mais difficile. Bien, donc il me reste à vous remercier, à vous rappeler qu'il ne faut pas avoir peur de cette CSE, d'accord? Parce que si vous vous y préparez bien et si vous réfléchissez, vous allez pouvoir faire une bonne épreuve. Faites confiance au jury aussi. Soyez sincères, soyez authentiques. L'épreuve dure 1h15. Pendant 1h15, effectivement, vous ne pourrez pas jouer un rôle. Donc, soyez authentiques. Faites preuve de conviction tout en restant dans le cadre déontologique du professeur des écoles. Alors attention, faire preuve de conviction, ne confondez pas conviction et revendication. On est bien d'accord, hein? Donc la conviction, vous avez des convictions, mais ne commencez pas déjà à être revendicatif. Et puis, je vais aussi vous dire, soyez courageux. Je sais que c'est compliqué là pour vous parce que l'attente, etc. Mais ne lâchez rien. Soyez combatifs. Vous allez aller à l'oral et quand vous allez à l'oral, vous allez tout donner et vous serez effectivement en poste l'année prochaine. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup Véronique. Merci pour ce live très intéressant. Merci aussi pour votre participation à tous. Hein. Je pense que ce petit exercice de à faire, à ne pas faire a bien fonctionné. Donc voilà, merci à vous d'avoir assisté à ce live. J'espère en tout cas que ça va vous être très utile. Évidemment, je vous souhaite bon courage si vous êtes ici. C'est dans l'optique des épreuves d'admission. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance pour réussir. J'en profite pour vous dire au passage que Véronique vous a préparé, pardon, je bafouille, elle vous a préparé un quiz de CSE de 5 questions pour vous tester. Donc avez-vous bien assimilé ce qu'elle a dit dans son live? Ce quiz est disponible sur notre page missioncrpe.fr. Donc allez-y, faites ce quiz pour vous tester. Également, vous avez vu dans le lien, j'ai déjà échangé avec 2-3 personnes qui m'ont demandé, il y a la fiche qu'elle vous a préparée, d'accord? Donc, vous pouvez la télécharger. Et sinon, je voulais aussi vous dire, donc, on va bientôt reprogrammer le live de tutorat dossier professionnel. On vous tient bien évidemment au courant. Et le live, comme toujours, est disponible en replay. Donc, il est sur notre page. Allez-y, vous pouvez le regarder. Je suis désolé du coup. Il y a eu des problèmes de son. Donc, c'est pour ça que j'essaie de parler un peu fort maintenant. Si vous avez eu des soucis, le live aussi est en replay, peut-être qu'en regardant avec des écouteurs sur un autre ordinateur, a priori, il y a des soucis qui se sont réglés comme ça. Ça vous permettra de résoudre ça. En tout cas, il faut trouver un moyen de profiter de ce live parce que c'était du très très bon contenu pour vous préparer pour les épreuves d'admission. Donc, merci encore. Je vous dis à bientôt puisque la semaine prochaine, on a un autre live, un live d'EPS avec Marc qui viendra vous donner ses conseils. Continuez à nous suivre, on a plein de choses pour vous. Aujourd'hui, on a tourné une vidéo avec Véronique, avec d'autres conseils en CSE qu'on va mettre à disposition bientôt. Voilà, donc on espère vous retrouver si jamais les épreuves se passent mal, non pas le succès que vous attendiez l'année prochaine, dans nos formations en présentiel ou à distance. Je vais laisser d'ailleurs Véronique retourner à ses élèves d'Aix qui l'attendent avec impatience pour les dernières révisions avant l'admission. Merci encore à toutes et à tous. Et à très bientôt.